Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de quelque chose qui permet de faciliter la vie des entrepreneurs. Vous connaissez déjà peut-être Slick, j'ai interviewé l'un des fondateurs, Adrien Bartel, lors de l'épisode numéro 5. Je connais d'ailleurs Adrien depuis longtemps, j'ai suivi son parcours entre la Chine et l'Asie du Sud-Est. C'est un entrepreneur super péchu et je vous recommande fortement d'aller écouter cet épisode, vraiment intéressant. Et donc Slick, c'est quoi ? C'est une solution pour les entrepreneurs et les PME qui permet de créer une structure, de gérer sa compta, de gérer le payroll, etc. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai eu des structures en Asie, en Europe, et comme vous, je suis allergique à la paperasse. J'ai envie de me concentrer sur mon core business, et c'est exactement ça que Slick offre. C'est une solution online, c'est un SaaS, c'est totalement paperless, et ça vient disrupter l'univers qu'on peut appeler un peu poussiéreux du corporate service. Donc vous pouvez directement aller jeter un œil sur Slick.com, donc S-L-E-E-K, Slick.com. Si comme moi vous êtes curieux, en quelques secondes on peut ouvrir un compte gratuitement et aller explorer l'interface, voir un peu à quoi ça ressemble. Si vous voulez plus d'infos, donc cet épisode, l'épisode numéro 5 sur Adrien, je le recommande chaudement. Et ensuite donc voilà, si vous les entrepreneurs, à vous de jouer. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jackie. Bonjour Raphaël. Merci Jackie de nous recevoir. On est sur le podcast Sésame Asie. Donc Jackie Chang, Jackie Z Chang même. Tu es le founder and CEO de Paris Fashion Shops, qui est une marketplace B2B pour les détaillants de la mode, une sorte de sentier digitalisé on peut dire. Donc un épisode assez spécial. Tu es la première personne d'origine asiatique sur ce podcast après une vingtaine d'épisodes. Donc voilà, c'est quand même sur un podcast qui s'appelle Sésame Asie, c'est intéressant d'avoir des gens qui connaissent la culture asiatique. Tu es aussi une des premières personnes basées en France, donc ça va être très intéressant d'avoir une personne comme toi qui a une entreprise en France mais qui est d'origine chinoise. Tu vas peut-être pouvoir nous éclairer un peu sur ces deux pays et sur ces deux mondes du business, avoir une vision un peu à cheval entre les deux. Mais voilà, pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît, Jackie, et de nous dire qu'est-ce que c'est Paris Fashion Shops. Très bien. Tout d'abord, merci à Raphaël pour ton invitation. Il faut un début à tout, donc je suis l'un des premiers, on va dire, parisiens d'origine chinoise à être interviewé également, sur oui. ton podcast. Donc là, on va démarrer par Paris Fashion Shops que j'ai fondé il y a 4 ans et demi maintenant. C'est comme tu l'as cité tout à l'heure, c'est une marketplace B2B dédiée aux professionnels de la mode. Le sentier où j'ai été plus ou moins pendant 20 ans en tant que fabricant et fournisseur de ces boutiques indépendantes en France et à l'étranger, où j'ai fourni pendant 20 ans ces boutiques. Il s'avère qu'en 2016, il y avait un besoin de venir digitaliser ce métier et faciliter l'approvisionnement des boutiques indépendantes. Et c'est la raison pourquoi nous avons fondé Paris Fashion Shops en 2016, il y a 4 ans et demi. D'accord, très bien. Et donc toi, Jackie, plus personnellement, tu peux nous dire, donc tu es arrivé en France à l'âge de 10 ans, c'est ça ? D'ailleurs, d'habitude, je pose aux invités la question, votre première impression en arrivant en Chine ou en Asie, quelle est toi ? Est-ce que tu te souviens à 10 ans ta première impression en arrivant en France ? Bah écoute, ça remonte à pas mal loin, ça remonte à maintenant plus de 36 ans maintenant. J'avais 10 ans et je prenais pour la première fois l'avion de ma vie pour venir en France et je suis arrivé en France en 84. La première impression, c'était le côté waouh, parce que tu n'as finalement jamais été à l'étranger. La première fois que tu prends l'avion, en plus 10 heures de vol plus un transit de 10 heures, c'était pas un vol direct à l'époque. Il n'y avait pas encore, j'imagine, de vol direct. Et ce que je retiens de plus sur ce trajet et sur ce vol, c'est que je ne savais pas qu'il y avait des toilettes dans l'avion. Donc du coup, c'était pas un moment facile, mais ça avait duré, on va dire, 10 heures plus de 10 heures. Et en arrivant en France, c'était une sorte de soulagement, je dirais.
Ah, tu le savais pas, tu t'en es pas rendu compte, quoi. Donc, C'est qu'un avion pour moi, c'était pas censé avoir des toilettes. Et j'étais arrivé par le système de regroupement familial. Mon père était arrivé en début 80 en France, et avec mes deux grands frères et ma mère, on était arrivés en 84. Donc du coup, par ce système de regroupement familial, et ni mes deux grands frères ni ma mère savaient qu'il y avait des toilettes dans l'avion. Donc du coup, on a été tout d'accord. bêtement et tout sagement assis dans l'avion en attendant que le temps passe et que l'avion atterrisse. Voilà. Paris CTG, Ok. bienvenue, welcome in France. Et direct aux toilettes, quoi. D'accord. Absolument, le Intéressant. 21 septembre 1984. C'est comme si c'était hier, Ok. parce que ça avait duré quand même très Tu, longtemps, ces 10 heures de vol. ouais, tu venais de quelle région en Chine? Alors, de la province de Zhejiang, Wenzhou. D'accord. Mhm. Ah, ok, d'accord. Donc, une des deux grosses communautés en France, c'est ça? Il y a les Wenzhou et les Chaozhou. Absolument. C'est, ouais, T'as le côté ok. troisième, dixième et t'as le côté 13e. D'accord. Et donc le côté sentier, on a vu la communauté juive qui était, alors c'est ce qu'on peut dire remplacée, je sais pas, mais c'est l'impression que ça donne quand on connaît pas trop. Par les Wenzhou en particulier, c'est ça? Hein. Je pense que les Chinois de Wenzhou ont plus ou moins intégré rapidement le métier de la mode, le métier de la bouffe aussi, les restaurants, et absolument le sentier. Bah, ils étaient arrivés dans les années 80, 90 et 2000. Donc du coup, il y a eu un mixage entre la communauté juive et la communauté chinoise dans le sentier. Mhm. La vérité, si je D'accord, prends ouais. un, 2, 3, traduit parfaitement cette tendance, le film. Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Et donc juste une parenthèse sur les communautés chinoises parce que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé sur le podcast et c'est passionnant. Donc les Wenzhou, donc enfin qui sont très connus en Chine. En Chine, on parle justement des Wenzhou un peu comme les Juifs de la Chine, quoi. Moi, c'est ce Oula, qu'on me disait quand j'étais en Chine souvent. j'ai pas Non, connu je sais tout pas, mais ça, d'un moi. côté, ah bon, c'est non, on me l'a vraiment dit. Hein, là, ça revient souvent. Et les Wenzhou souvent vus comme des super commerçants et qui sont Alors, présents à travers toute la Chine, quoi. alors J'ai le souvenir d'avoir, ouais, il y a ouais, certainement un ADN qui est beaucoup plus prononcé du côté entrepreneuriat, je pense, les gens de Wenzhou. Tu as énormément de commerçants et d'entrepreneurs dans cette région de Wenzhou, et c'est un peu peut-être pour ça que ce côté commerçant, ce côté entrepreneur colle à la peau. Il y a énormément d'entrepreneurs. Bah, à Paris, tu le vois assez bien d'ailleurs dans la plupart des restaurants parisiens ou et les bars tabac même, non? ça, c'est un métier qui s'est créé récemment, je crois, hein, dans les années 2010 par là. Les bars tabac qui habituellement est tenu D'accord. par des personnes plus âgées, alors qu'on a une jeune Ouais. génération qui de Wenzhou ou du sud-est de la Chine qui se qui entreprennent les bars tabac dans le bar tabac, dans le métier D'accord, des ouais. bars tabac. Ok. Non, un phénomène assez impressionnant, quoi. En France, à Paris, mais même en province, partout, on a vu les bars tabac être, enfin, les Wenzhou prendre ce business, quoi, de manière, ouais, c'est impressionnant. Et enfin, il y a sûrement des explications. Je te pose la question, quoi. Peut-être le système de tontine qui permet de lever assez d'argent pour acheter le fonds de commerce. Peut-être le côté familial, d'avoir toute la famille derrière le comptoir qui est assez efficace pour faire tourner ce genre de business. Enfin, c'est ce que je me disais un peu comme Ça, c'est des le côté explications de. culturel chinoise. Je pense que le côté entraide fonctionne très bien dans la communauté chinoise, et dont tu cites une sorte de financement par le système de tantine entraide. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'ailleurs, mon père, quand il a démarré son atelier de fabrication à Paris en 86, de fabrication de maroquinerie, il a pratiqué ce système de tantine, et c'est ça qui lui a permis de démarrer son aventure entrepreneuriale en France. D'accord, donc tu nous ramènes, tu fais bien, parce que j'avais presque envie de continuer sur les Wenzhou, mais revenons à notre sujet principal. Enfin bon, après j'imagine ton enfance en France se passe bien, tu vas à l'école, etc. Et t'as directement travaillé dans ce domaine, dans le sentier, c'est comme ça que ça s'est passé? J'ai atterri sans le vouloir dans, je dirais, l'atelier familial parisien. Puisque, comme je viens de le dire, mes parents ont démarré l'entrepreneuriat. Enfin, ils étaient déjà entrepreneurs lorsqu'ils étaient en Chine.
J'ai compris pourquoi et je vais venir certainement sur le concept des petits poissons, si tu veux, sur le t-shirt que tu vois souvent sur mes photos et ce concept-là. Mhm. J'ai compris finalement pourquoi l'idée des petits poissons, qui est le concept de Paris Fashion Shops, l'union des petits poissons qui forment un grand poisson. Euh, Au fait, mes parents étaient dans le métier de poisson à l'époque quand ils étaient en Chine. Donc ça remonte D'accord, vraiment à ok. très loin. Et comme quoi, Mhm. tout a un sens et tout a du sens dans la vie. Et quand tu démarres quelque chose, dans quelle direction tu te projettes, il y a certainement ton enfance qui te conditionne. Et pour Bah, revenir sur le poisson ouais. qui a un aspect symbolique en Chine d'ailleurs. Bah pour moi, en tout cas, c'est le côté où apprendre à pêcher ou donner le poisson et le banc de poisson qui représente une force. Le t-shirt que je porte au quotidien, si tu veux, c'est Ouais. le concept, c'est le petit poisson seul. Bah, finalement, il se fait manger par les grands poissons. Mais si les petits Mhm. poissons, les indépendants dont je défends, s'unissent, bah, du coup, ça fait un banc de poisson et ça fait un méga grand poisson. Donc, du coup, on n'a plus peur de qui que ce soit comme grand poisson. L'union fait la D'accord, force. ok. En gros, l'union fait la force. Enfin bon, donc tu nous amènes sur le côté marketplace. Donc une marketplace, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des acheteurs et des vendeurs. Donc explique-nous un peu, toi, enfin qui achète, qui vend, et c'est qui les petits poissons, les gros poissons dans le Ok, truc. ok. Maintenant qu'on rentre C'est là-dessus que tu nous dans amenais le ou cœur enfin du, dans les poissons oui, à moi je saute les étapes, mais vas-y, ouais. excuse-moi. Alors, la marketplace Paris Fashion Shop, ça a été lancé, si tu veux, pour fédérer et pour faciliter l'approvisionnement des boutiques indépendantes, en proposant d'un côté des vendeurs qui sont des grossistes et des petites marques parisiennes, et d'un autre côté, les boutiques indépendantes en France et dans le monde. Nous avons, au bout de 4 ans et demi, connecté, digitalisé plus de 850 grossistes et marques parisiennes d'un côté, qui sont des marchands, et d'un autre côté, nous avons connecté plus de 100 000 boutiques qui sont des boutiques indépendantes ou des city shops ou des chaînes des grands comptes. Et ils arrivent aujourd'hui à faire du business en 2 clics. La promesse de Paris Fashion Shops, c'est de dire aux détaillants, en 2 clics, tu as accès à 850 fois, puisque nous avons 850 marques sur la plateforme, à 850 fois la puissance d'achat de Zara combinée avec la facilité d'utilisation d'Amazon. Et Paris Fashion Mhm. Shops vient sécuriser toutes les transactions opérationnelles. Toutes les transactions sont sécurisées. Et lorsque tu passes une commande sur Paris Fashion Shops, nous venons grouper toutes tes commandes de façon à te les envoyer en une seule fois et tu es livré, les commandes sont expédiées en 24-48 heures depuis Paris. C'est ça la force de Paris Fashion Shops. La mode parisienne Mhm. accessible D'accord. Donc depuis ouais. partout. Ok, d'accord, très bien. Et quand tu dis donc des boutiques indépendantes, donc c'est quoi? C'est des boutiques multimarques qui ont besoin de se fournir Tout, auprès de grossistes. Tout C'est à ça fait. l'idée? Les boutiques D'accord. indépendantes qui se déplaçaient auparavant sur les salons ou qui venaient, comme tu parlais du sentier tout à l'heure, où ils arrivaient dans les magasins du sentier, faire l'approvisionnement, venir se déplacer en voiture ou en train, en avion. Et du coup, aujourd'hui, bah, on leur apporte cette facilité de s'approvisionner en 2 clics à partir de leur smartphone, de leur tablette ou de leurs ordinateurs depuis leur magasin. Ok, d'accord, d'accord, c'est très clair. On a un peu sauté les étapes, donc revenons un Ah, peu en d'accord. arrière pour comprendre. Ouais, bah c'est un peu comme un film de Tarantino parfois, tu vois, il y a des flashbacks, Flashback. etc. Mais OK. pour comprendre un peu donc le sentier, enfin qu'est-ce que tu faisais au sentier, comment tu travaillais donc avec ta Je vais famille et remonter un comment tu petit as eu peu. cette Oui, cette idée de lancer ce business, tu as d'accord. détecté une opportunité, comment ça s'est passé tout ça? OK. Je vais faire le parcours depuis mes 10 ans alors. En fait, Vas-y, je t'en prie. je fonctionne par enfin, je fonctionne. Ça s'est passé par décennies tout naturellement. J'ai grandi en Chine pendant 10 ans et lorsque je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, bah, j'ai passé de 84 à 94 mes 10 années à l'école. Entre, Mhm. je dirais, à l'école et mixé avec la partie atelier familial, puisque mes parents avaient lancé leur atelier de fabrication en plein cœur de Paris, dans le 3e, la rue des Chaussures. On fabriquait
à cette période-là de la maroquinerie qu'on revendait dans le Sentier et dans la rue du Temple, dans le 3e arrondissement. Il y avait ce qu'on appelle les rolls, qu'on appelle les diables que tu pousses pour pouvoir livrer les clients. Bah, pendant ces années, en même temps que l'école où je rentrais de l'école, bah, je venais aider la famille pour pouvoir à la fois aller avec mes parents chez les fournisseurs de cuir ou chez les fournisseurs de tissus pour pouvoir s'approvisionner en haut de la rue du Temple ou la rue du Rambuteau, pour ceux qui connaissent plus ou moins Paris. Il y avait des fournisseurs qui étaient installés dans ces rues-là, et c'était un écosystème dans le Paris 3e et Sentier, si tu veux. Donc, de 10 ans passés et tu devais apprendre le français en même temps, quoi. Les premières années, j'imagine qu'il a fallu s'adapter. Donc, travailler à l'école, apprendre le français, travailler le soir aussi, aider la famille. C'est ça. Ça devait être assez intense, quoi. Bah, au fait, j'ai eu la chance, moi, entre mes deux grands frères, d'avoir eu la chance de pouvoir faire une scolarité normale. Donc, je dirais normale de la classe d'enfants confone au collège et ensuite au lycée. Et en 10 ans après la scolarité, le côté envie d'entreprendre, peut-être le côté l'ADN Wenzhou commence à faire surface et on se dit allez, il va falloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me rappelle très bien, mes parents me disaient écoute, en 94, j'avais 20 ans. Ils me disaient écoute, si tu veux te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, bah nous, on va pouvoir t'aider avec une enveloppe. Eux, ils ont démarré avec le système de tantine. Moi, j'avais démarré plus ou moins avec une enveloppe que mes parents avaient préparée pour, tu sais, dans la culture chinoise, c'est un petit peu l'enveloppe pour que ces enfants, c'est un peu la dot pour le mariage et je dirais l'enveloppe de mariage. Si tu arrives à t'en sortir et si tu arrives à faire ton business, très bien, mais si tu perds, bah écoute, il y aura pas une deuxième enveloppe. Donc c'est à toi de te débrouiller. Ok, donc j'ai en gros saisi cette chance-là en fin 94. J'ai quitté cette année, l'année du bac, où j'avais 20 ans. Comme j'avais pas commencé, bah pour moi c'était 10 ans de scolarité et c'est en général on le passe à 18 ans le bac ou à 17 ans, mais moi c'était mes 20 ans et j'ai pas pu attendre la fin de cette année du bac. Je l'ai passé finalement en candidat libre parce que j'avais commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat à peu près un trimestre après cette année après le démarrage de la terminale. Donc du coup, c'est la meilleure des écoles. C'est une des meilleures écoles, je dirais, l'école de la vie. Ouais. Et c'est en 94 où j'ai commencé à me lancer dans la fabrication de la maroquinerie, en partant du principe que mes parents étaient un peu la génération 1. Nous, génération 1, c'est-à-dire que eux, tout ce qu'ils ont appris comme français, c'était 3 mots. Tu vas rigoler, Raphaël. Les 3 mots, c'est bonjour, merci, au revoir. Tu sais, jusqu'à présent, hein, et pourtant, ils ont quasiment 80 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne parlent pas le français, mes parents. Ils sont entre la Chine et Paris. Ça fait un moment qu'ils ont pris la retraite, mais en gros, c'est une génération qui s'est intégrée d'une autre façon. C'est une génération 1, pour moi, elle s'est intégrée d'une façon par la force du travail. Pour moi, quand j'ai commencé l'idée d'entreprendre commençait à émerger, je me suis dit, écoute, la génération 1 se base sur le courage et la force du travail pour gagner leur vie. Nous, en ayant fait un peu d'études, en étant resté un peu plus à l'école, je pense qu'il faut apporter une valeur supplémentaire au travail. C'est quoi? C'est la couche créa, être plus créatif dans ce que nous faisons. Donc, essayer d'apporter, de faire des collections qui sont pas uniquement dédiées aux métiers ou grossistes qui vont faire de la revente. Donc, l'idée pour moi, c'était de lancer ma propre marque et de partir sur une version 2, je dirais, de l'entrepreneuriat après celle de mes parents. D'accord. C'est là où j'ai commencé à monter mon atelier de fabrication dans Paris 10e. Et je me rappelle très bien 56 rue de la Fontaine-au-Roi, où on était resté pendant 2 ans. Quand je dis on, c'est que
j'ai toujours entrepris avec mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse à l'époque, et on a toujours commencé cette aventure ensemble d'entrepreneuriat. Mhm. D'accord, donc tu as continué le business en famille quelque part. Hum, En famille, mais pas avec les Comme parents, tes je parents le dirais. faisaient. Une version, Oui, bien sûr, mais je veux dire génération. en famille, enfin, Voilà. en recréant ta famille quelque part. Oui, tout à fait. Absolument, absolument. Et entre 94 et 2004, nous avons été pendant 10 ans dans la fabrication et la commercialisation en B2B, en gros, de la maroquinerie qu'on fabriquait à Paris. Et, D'accord, ouais. et Et toi, vu que t'as même mis les mains à la pâte, vu que t'es né là-dedans, tu savais faire de tes propres mains certaines choses. oui, du patronage jusqu'à la machine à coudre, sans problème. Je montais D'accord, mes ok. propres collections. On prenait des stands sur les salons. Ça s'appelait première classe à l'époque. C'est le salon, tu sais, Who's Next première classe. Et on Mhm. prenait stand à Paris 2 fois par an, à Paris sur Porte de Versailles, ensuite au Jardin des Tuileries. Ensuite, on exposait également à l'export, à l'étranger, au Japon, en Russie, à New York. On faisait un peu le tour de là où on pouvait faire du business. On pouvait vendre nos produits dessinés et fabriqués à Paris, la maroquinerie. D'accord. Et ça a payé, parce que bon, de faire sa propre marque, de se différencier comme ça, c'est un peu le goal dans plein d'industries, mais d'un autre côté, c'est toujours difficile. Et donc, toi, tu y arrives quelque part, ou pour poser la question autrement, quelles sont les difficultés que tu as dû surmonter pour créer ta marque? La plus grosse difficulté, c'était que quand tu te présentais sur un salon, sur le stand, et que tu te positionnes et que tu as une gueule qui n'est pas gueule blanche et tu as une gueule de chinois, bah, on considère que les Mhm. produits sont made in China. C'est ça qui est marrant parce que la première question que les gens arrivent, c'est Is it made in China? Donc, du coup, au bout d'un moment, tu dis waouh, ça va, quoi, c'est bon. Moi, je suis made Bah, in donc, China, tu vois. Mais les produits qui sont sur le il y a- stand sont tous made in Paris, made in France et made in Paris. bah, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui prétendent être françaises ou américaines, parfois même sans l'être, qui se donnent un peu cette impression. Donc, ouais, on peut comprendre que les gens soient méfiants, mais ouais, je vois la frustration de ton côté, quoi. Bah, le truc le plus drôle, c'est les 10 ans après. Tu sais, à chaque fois quand tu te présentes sur un salon en tant que vendeur, si tu fais de la fabrication parisienne et tu es en tant que vendeur sur le stand, on te pose la question si c'est du Made in China. Je vais te parler Mhm. dans l'autre sens où en 2004, on commence à se lancer aussi sur la partie prêt-à-porter avec toujours la fabrication parisienne et commercialisation dans le sentier. Et ensuite, on a commencé à nous positionner aussi sur le côté d'Aubervilliers. Tu sais, le 9-3, Aubervilliers, c'est le nouveau sentier parisien. Enfin, c'est le Grand Paris aujourd'hui. Et c'est Mhm. là où tout le business du sentier a basculé d'abord vers toute la partie Voltaire, Popincourt, tu sais, le 11e arrondissement. Et ensuite, du 11e, ça s'est basculé il y a à peu près une quinzaine d'années vers Aubervilliers. D'accord, ok. Et c'est un peu par là où en 2004-2005, on a commencé à nous positionner avec un magasin de gros sur Aubervilliers. Et c'est là où on a démarré 10 ans après la maroquinerie, le métier du textile. Donc, Ok, à- très bien. en tout cas, toujours dans ce métier de la mode et sur le métier de textile où je dirais que je commençais à visiter les salons toi qui connais bien, qui est basé en Asie, les salons de Canton-Fer. Tu sais, 2 fois par Mhm. an, une fois au mois d'avril, une fois au mois d'octobre. Et là, du coup, ce sont les usines chinoises ou les traders chinois qui exposent sur ces stands. Tu vois? Moi, Mhm, tout à j'arrive fait, en ouais. tant que Parisien, en tant qu'acheteur, pour venir acheter des produits. Quand je me retrouve sur ces stands-là, bah, figure-toi que c'est le Chinois qui arrive sur le stand d'un Chinois, il n'est pas tellement bienvenu sur le stand. On te prend pour une usine On se- chinoise et on te prend pour un copieur et non un client. Donc du coup, tu as besoin de justifier encore une fois, avec ta carte de visite, avec tous tes papiers, que finalement tu viens de Paris et que tu tiens un commerce à Paris et que tu es là pour acheter.
Tu vois, dans Est-ce que tu l'autre avais fait une sens. photo de toi à côté de la Tour Eiffel, que tu avais ramené quelques preuves? Non, non, les tours Eiffel sont fabriquées en Chine, donc du coup, il fallait pas ramener la tour Eiffel, mais par contre, il suffisait juste de leur parler et leur expliquer l'histoire et comment ce que tu es venu faire, tout simplement. Mais je Mhm. trouve ça drôle parce que 10 ans auparavant, quand j'étais sur les stands à Paris ou à l'étranger, où je vendais le Made in France en tant que, on va dire que avec un visage d'asiatique, on te pose la question si c'est du Made in China sur tes produits, alors que c'est marqué en grand bleu, blanc, rouge, Made in France, tu vois. Et on veut avoir la confirmation que ça soit bien du Made in France. Et quand tu te retrouves de l'autre côté en tant qu'acheteur sur les stands chinois à Canton Fer, on te dit, oulala, nous, on fait les salons pour attendre des acheteurs blancs et pas des acheteurs chinois. Hein. Tu te rends compte? Là, tu vois? Ah non, C'est décidément, marrant. c'est bon. À l'inverse, quand on est français, caucasien en Asie, on est aussi toujours un peu dans une situation bizarre. Donc bon, c'est voilà, c'est le choc des cultures, on va dire. Mais Bah, ce qu'on appelle le Laowai, il est quand même bien considéré, où il y a un peu plus, il y a beaucoup plus de respect, je pense, de la part des Chinois vis-à-vis de toutes les personnes qui sont les foreigners. En général, sont plus. c'est vrai, Et, c'est vrai. Non, mais on s'intègre jamais. C'est peut-être la difficulté, c'est que tu vois, toi, tu peux t'intégrer en France quand même, je pense. Il me semble que tu es totalement intégré. Mais ici, tu es bien accueilli, mais tu seras jamais non plus, tu vois, intégré. Donc c'est particulier. Mais bon, on va pas se plaindre. On est bien accueilli quand même. Surtout à Taïwan où je suis aujourd'hui, on est encore mieux accueilli à ah, très Taïwan. bien. Mhm. Mais vas-y, je t'ai interrompu. Donc voilà, la foire de Canton. Donc là, donc attends, rappelle-moi que je refasse le fil. Là, t'étais quand même donc t'avais commencé le textile. Donc déjà, pourquoi le textile? Tu vois, tu peux nous expliquer pourquoi passer de la maroquinerie au textile. Au fait, Et après, donc pourquoi faire du sourcing à Canton? ok, au fait, c'est la taille du marché qu'on s'est rendu compte que le textile pouvait aller beaucoup plus vite que la maroquinerie. Tout naturellement, Mhm. on l'a compris au bout de 10 ans. D'accord. Tu sais, un sac à main, pour une femme, un sac à main, c'est accessoire. Il y a des valeurs sûres comme de la maroquinerie. Tu sais, ce qu'on appelle la valeur sûre, ce sont les marques qui ne décodent jamais, qui ne dévaluent jamais. Ce sont les marques du luxe ou du haut de gamme, qui sont les Chanel, les Hermès et autres, qui prennent de la valeur chaque année, alors que les no-name bah, dévaluent et que tu te bats finalement à, à, à baisser le prix chaque saison pour pouvoir, ou alors apporter plus d'innovation, de créativité pour pouvoir continuer à maintenir ce prix de vente. Et que un sac à main, finalement, dans une garde-robe d'une femme, c'est un sac à main que tu ne vas pas avoir tendance à changer au quotidien. Alors que les vêtements, Mhm. le prêt-à-porter, bah, en général, tu remets pas deux fois la même robe dans la semaine où tu peux garder un pantalon ou un jean 2 jours, 3 jours d'affilée, mais tu ne vas pas garder une chemise 2 jours d'affilée. Donc du coup, Mhm. on Ouais. s'était dit, ok, la, 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 la taille du marché est complètement différente sur la partie prêt-à-porter. Lorsque nous avons démarré, nous, le métier du prêt-à-porter en 2005, 2004, 2005, 2006, ça faisait dès la première année le chiffre d'affaires de tout ce qu'on faisait au bout de 10 ans de maroquinerie. Et ensuite, bah, ça double la deuxième année, ça double encore la troisième année. Et tu te dis, OK, il faut pas être trop têtu. C'est le bon filon, quoi. Voilà, Mhm. il faut pas être trop têtu, il faut aller vers là où il y a un boulevard et non là où l'ouverture est trop étroite. Donc du coup, on a fait ce choix de switcher sur le prêt-à-porter. Mais toujours dans le même concept, c'est-à-dire la fabrication et la commercialisation en gros. Donc du coup, on continue à servir nos clients de boutique et on continue à leur apporter de la créativité parisienne. Sauf que quand je disais sur la partie prêt-à-porter, on avait commencé à fabriquer à Paris et qu'au bout d'un moment, on s'était dit, OK, la quantité ne peut plus suivre et la qualité non plus ne peut plus suivre. Donc du coup, on a commencé à nous orienter vers la Chine et je faisais quasiment un voyage par mois pendant 10 ans en Paris-Canton, Paris-Shanghai, Paris, Paris-Hong Kong et c'était ce trajet-là dans un autre sens
pour aller D'accord. Un par mois avec le décalage horaire, donc assez intense, quoi. Ouais. avec un décalage horaire, mais toujours un planning. Au fait, j'ai jamais changé un billet d'avion et c'était calibré. J'avais un deal côté famille de dire que je passais un week-end en Asie et 4 week-ends à Paris. Je décollais tous les mercredis soirs pour rentrer les samedis matins. Au fait, je passais quasiment une semaine entière en Asie. Et c'était la D'accord. semaine Et où est-ce que tu as eu l'impression de redécouvrir la Chine un peu? Enfin, tu avais gardé quand même assez contact avec la Chine, ou quand tu as commencé à faire du business avec la Chine quelque part, bah, il a fallu apprendre comment ça se passe dans ce pays? j'étais arrivé en gros dans les années 2004-2005 en Chine comme un Parisien en Chine. Au fait, je connaissais pas Mhm. le système, je connaissais enfin très peu le fonctionnement à la chinoise. Puisque tu sais, Ouais. j'ai passé quand même beaucoup de temps et je dirais que ma première langue est plus le français, devenu plus le français que le chinois. Mhm. Arrivé en Chine dans les années 2004-2005 pour voir la partie approvisionnement, ça commençait, c'était un petit peu compliqué. Mais très vite, j'ai trouvé des amis sur place et encore une fois, entraide, entre entrepreneurs, ça s'est joué très vite. Et donc, ça s'est installé très rapidement. Le côté confiance avec les usines en Chine et le côté faisabilité parce qu'il fallait quand même des quantités pour pouvoir approvisionner le magasin de gros et ensuite les 3 magasins de gros à Paris. Mhm. D'accord. Et là, donc là, t'étais plus sur ta propre marque. Ou Alors, non, tu faisais encore tes propres designs, ta propre marque. Comment ça alors marchait? toujours avec une casquette en tant que fabricant et je servais aussi les chaînes de magasins, les chaînes de magasins Mhm. parisiennes. Et on avait quand même notre propre marque, nous propres marques qu'on servait nos clients indépendants, clients boutiques indépendantes à travers nos 3 magasins de gros à Paris. Magasin dans le Sentier, D'accord, ouais. magasin à Mhm. Popincourt et le magasin à Aubervilliers. D'accord, très Au bien. fait, Et on a le, essayé de ouais. nous implanter sur les 3 secteurs de gros, sur les 3 quartiers de gros parisiens qui servaient euh, où sont installés à peu près 2000 confrères qui sont dans le métier de wholesale dans cette région parisienne. D'accord. Et peut-être que tu peux nous expliquer comment ça marche. Enfin, moi, je connais plus le Sentier, vu que c'est au cœur de Paris, on le traverse fréquemment. Et on voit donc tous ces gens avec des diables qui transportent de la marchandise. Ça a l'air d'aller d'un magasin à un autre, d'un camion à un magasin. Enfin, enfin, quelle est la logique derrière tout ça, quoi? Il y a même du business qui se fait entre différents magasins pour regrouper des commandes. Enfin, c'est quoi le... Alors, sur le Sentier, il y avait quelques centrales d'achat qui étaient assez connues dans le Sentier. Il y en avait une qui s'occupait essentiellement de la clientèle asiatique. Il y en avait une qui s'occupait, elle, de la clientèle russe ou du côté de pays de l'Est. Et ces centrales d'achat, justement, accompagnent les clients pour faire leurs achats et grouper leurs achats. Et une fois que les achats sont faits, bah, finalement, les grossistes du quartier vont facturer la centrale qui est en gros l'exportateur qui va envoyer en une seule fois et gérer le dédouanement pour leurs clients à l'export. Ça facilite en gros ce côté business pour un étranger qui vient s'approvisionner à Paris. Et d'un autre côté, tu as ces clients qui achètent des quantités plus importantes et qui passent en direct à travers les grossistes et les fabricants de sentiers. Donc du coup, le D'accord. passer d'un magasin ou un autre avec les diables et tout ça, effectivement, ça, ce sont tous ces clients-là qui passent par une centrale d'achat physique. Et les autres, on gère les expéditions au quotidien. Et il y avait en France, par exemple, le transporteur Besson qui pouvait gérer tous le côté ramassage des colis. Et ça, c'est le système d'avant. C'était le système d'avant. Et ce système-là existe encore, hein, même s'il date du Moyen Âge, il existe encore aujourd'hui, il fonctionne encore pour ceux qui ne connaissent pas le digital, ces boutiques qui viennent de l'étranger ou des boutiques qui viennent de se créer aujourd'hui, bah, ils viennent aujourd'hui dans le sentier d'Aubervilliers. C'est plus le sentier parisien.
C'est une Oui, c'était question ça de un peu génération. ma prochaine question, quoi. Mm, mm. Comment tu as pu digitaliser ce business qui semblait parfois un peu archaïque, quoi, avec ces pousseurs de diable. Mais donc, juste avant ça, il y a cette dimension internationale qu'on connaît pas forcément du sentier. C'est quoi? C'est un centre important du textile Au, au, en Europe, en fait? au fait, dans notre business, on peut considérer que la moitié de notre business se fait à l'export. Quand je dis à l'export, à l'international, on inclut aussi les pays de l'Union européenne. Mais en même temps, c'est l'export. Tu as aussi des clients des États-Unis, du Canada, du Japon, qui viennent dans le sentier s'approvisionner et qui viennent aujourd'hui D'accord. du côté d'Aubervilliers, un peu moins aujourd'hui avec le Covid forcément, mais beaucoup moins. Mais ils viennent dans les magasins physiques pour pouvoir toucher les produits, pour pouvoir essayer les produits et commander pour leur boutique. D'accord, ok. Et ils viennent chercher quoi? C'est du Made in France ou il y a aussi beaucoup de Made in China qu'on trouve au Sentier Aubervilliers. Alors, Ils viennent chercher à des Paris, designs, ils viennent chercher tu quoi? as essentiellement, avant, tu avais beaucoup de Made in France, Made in Italie Ouais. également. Aujourd'hui, tu as du Made in France, Made in Italie, Made in Turquie et Made in China. D'accord, ok. Même si c'est du Made in China, généralement, c'est Design in Paris et Made in China. Pourquoi? Parce que D'accord, d'où la logique quand même. ouais, Ouais. ouais, généralement, les boîtes qui sont structurées aujourd'hui ou les marques, les marques du prêt-à-porter ont généralement une équipe de style qui est souvent une des personnes de la famille qui gère l'équipe de style et ensuite fabrique en Italie, en Chine, en Turquie ou ailleurs. Mais Mhm. essentiellement, la D'accord, touche, c'est quand même de la touche parisienne que les clients viennent chercher. Autrement, ils n'ont pas besoin de venir à Paris. d'accord. Et donc toi après, donc tu as vu un besoin de digitalisation à un moment. Au fait, je Comment voyais ça s'est surtout passé mon le déclic, métier hein? en train de péricliter et mes clients en train de disparaître. C'est ça, en Mhm. fait, la sonnette d'alarme. Et je me dis, OK, en 2014, je commence à tester. Bon, on a toujours été un peu digital parce que mon premier site internet datait de 99 et à l'époque 99, ça remonte à loin. Ouais, c'est tôt, hein. Ouais, c'était Ouais, ouais, même on en commençait à peine à utiliser 1996. Internet, donc de faire son site, c'était novateur, quoi. Ça coûtait très cher d'ailleurs. Ça coûte encore plus cher qu'aujourd'hui. Pour un site D'accord. que tu mettais du flash et tu mettais 3 minutes pour afficher le welcome. Donc du coup, en 2014, je me dis, on continue à se lancer sur le digital. Je te parlais tout à l'heure de la taille du marché, du sentier, de la mode parisienne. Au fait, sur les 2000 acteurs, il y avait un peu plus avant d'acteurs et il y avait un peu plus de business aussi avant. Mais aujourd'hui, concrètement, on a encore 2000 acteurs sur Paris, sur la région parisienne, Paris 11e et Aubervilliers. Les 2000 acteurs représentent 4 milliards de chiffre d'affaires dans la partie B2B, à raison D'accord. en moyenne 2 millions de chiffres d'affaires réalisés par les boutiques de gros, par une boutique de gros. Mhm. Donc du coup, 4 milliards de chiffre d'affaires réalisés par le métier de gros, l'approvisionnement, qui se traduit en France par 12,5 milliards de chiffre d'affaires réalisés par les boutiques indépendantes, qui se composent de 24 000 boutiques indépendantes, des TPE, Mhm. des boutiques de mode qui sont absolument des multimarques et qui distribuent et qui vendent des produits mode. Donc, tu vois, 4 milliards côté approvisionnement, 12,5 milliards. Je compte pas les 12 autres milliards qui sont générés par les 13 000 succursales en France, qui sont des chaînes de magasins. En gros, la taille du marché dans la partie retail se traduit par 25 milliards. Et en France, le quartier parisien fournit pour 4 milliards de marchandises. Est-ce que, est-ce qu'il est possible que tout ça, ça se fasse uniquement sur le physique et zéro sur le digital? Moi, au fait, c'est sur ce challenge, ce défi où je me base et je me dis, c'est juste pas possible. On a des marketplaces B2B, B2C partout. La mode cartonne aujourd'hui sur Internet. On voit très bien sur les sites Internet Amazon, Zalando, Azos, tu vois, La Redoute, tous ces Mhm. sites qui cartonnent aujourd'hui pour les produits mode. Et que on me dit, sur le digital, ça ne peut pas marcher parce que il faut que les gens puissent toucher la marchandise, il faut que les gens puissent tester, essayer les marchandises. Mais attends,
L'expérience utilisateur sur la partie B2C, elle est la même sur la partie B2B. Pourquoi vous voulez qu'on change? Et ça veut dire tout simplement par déduction que les commerçants indépendants ne pourront jamais accéder au digital et vendre leurs produits sur le digital ou sur leur site, qui est complètement faussé. Et la preuve du contraire, elle est là. La preuve du contraire, c'est que le digital cartonne dans tout corps de métier. Donc du coup, c'est un peu sur ce constat que je me dis, OK, il faut arrêter les conneries, les gars, parce que autrement, dans 3 ans, dans 5 ans, on sera plus là, parce que les chiffres en train de chuter en cascade, moins 10, moins 15 par an. Dans 3 ans, dans 5 ans, Maxi, t'es plus là. Il y aura plus de tantine ou il y aura plus d'entraide demain, tu vois. Si t'es plus là, t'es plus là. À cause quoi? À cause de la concurrence des H&M, de ce genre de choses, ou c'était quoi les facteurs qui... Pour moi, les détaillants marchaient bien auparavant quand il n'y avait pas toutes ces chaînes de fast fashion. Quand ces chaînes de fast fashion sont arrivées, c'est vraiment une claque qu'ils ont collée à tout ce métier qui n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Le truc d'approvisionnement, c'est comme si tu viens avec la charrette à Paris pour dire, OK, je suis de Lyon, je vais venir une journée de route pour venir remplir la marchandise, les oignons, les machins, les trucs, et je vais repartir à Lyon les vendre. Enfin, désolé pour les Lyonnais qui nous écoutent, mais je caricature un peu la chose, hein. Je veux dire, le fonctionnement, c'est devenu archaïque parce que depuis la nuit des temps, ça a fonctionné comme ça. Tu vas sur les salons pour t'approvisionner, tu vas attendre que le représentant des marques ou des vienne te voir pour pouvoir passer commande 6 mois à l'avance. Et même si tu accélères 3 mois à l'avance, tu bloques de la trésorerie. Comment tu peux fonctionner dans le métier de la mode en positionnant 6 mois à l'avance? Et qu'est-ce qui te fait croire que 6 mois à l'avance, ces couleurs, ces tailles ou ces modèles vont fonctionner dans 6 mois? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe aujourd'hui, les chaînes de magasins ont 9 collections par saison. Toutes les 2 semaines, ils ont des capsules nouvelles. Toutes les 2 semaines, change de magasin. Tu rentres dans un magasin, Zara, Mango, H&M. Tu rentres dans un magasin toutes les 2 semaines, tes pièces, elles sont plus là. Les pièces que tu as vues il y a 2 semaines, elles sont plus là. C'est les nouvelles collections qui sont là. Et le détail, il perd des clients parce que il n'a pas su se renouveler. Ce qu'on a voulu apporter. Et il n'a pas, il n'a pas forcément le volume qui permet il n'a pas les moyens d'un H&M ou d'un Zara, le volume qui leur permet d'avoir des équipes qui détectent les tendances, qui leur permettent de changer les stocks rapidement. Pour un petit détaillant, j'imagine que c'est des gros challenges, tout ça. Le commerçant de proximité, il fait ce métier par passion du métier déjà, parce qu'il aime la mode, et parce qu'il est entrepreneur, il se lance et il se dit, OK, je vais prendre des risques, je vais acheter des produits et ensuite, je vais poser ma marge et je vais pouvoir faire ma vie, mon profit sur ce que je vais apporter. Le courage, la force du travail, et il est là, hein, il est présent. Je veux dire, le commerçant indépendant qui sont aujourd'hui sur la plateforme, qui étaient mes clients dans le magasin, ils sont pas, c'est pas du 39 heures ou du 35 heures semaine. Je veux dire, les 39 heures ou 35 heures semaine, on les fait en 2 jours, en 2 jours et demi. Tu vois, c'est ça la vie d'un entrepreneur et ça la vie d'un commerçant indépendant. Nous, ce qu'on lui dit, c'est que on va t'apporter ces outils. Comme tu disais tout à l'heure, le commerçant, il n'est pas styliste, il n'est pas central d'achat, il n'est pas acheteur professionnel. Par contre, il a du goût, par contre, il a la passion et il sait vendre le produit. Il sait comment parler aux clients. Donc, c'est sur cette différence. On lui dit, écoute, concentre-toi sur ton métier principal, la passion de ce métier, tu vois, servir tes clients, fidéliser tes clients, de façon à ce que tes clients puissent revenir. On te donne encore plus de force que ces chaînes de magasins parce que c'est l'agilité qu'on va te donner. Nous, on est capable de délivrer en 24-48 heures dans ton magasin les produits que tu as commandés. Les commandes que tu passes avant 10 heures le matin, on fait de sorte à ce que ces commandes puissent partir ce soir à 18 heures depuis Paris, depuis nos entrepôts parisiens. Donc, du coup, tu as ton produit à J+1. Sur le journal Figaro, on nous qualifie de l'Amazon du B2B parce qu'on délivre très vite. Et au-delà de ça, si tu veux... Mais un Amazon qui protège les petits commerçants, à l'inverse de Amazon qui est un peu en train de tuer le commerce. Nous, notre mission chez Paris Fashion Shops, c'est tout simplement
d'aider le commerçant indépendant à regagner, à retrouver le sourire. Il fait du profit, il va retrouver le sourire. Tu vois? Et lui faire passer le message très clair, lui dire que le digital était une menace pour toi auparavant. Avec nos outils chez Paris Fashion Shops, avec notre façon de fonctionner, le digital va devenir une force. C'est pas va devenir, est devenu une force pour toi. Concentre-toi sur ton cœur de métier, fais ce que tu sais faire de mieux, tu vois, choisir les collections et fidéliser tes clients, chouchouter tes clients. Ça, c'est le métier d'un détaillant parce que tu sais, quand on rentre dans une chaîne de magasins, tu sens le froid. Au fait, t'as pas finalement des vendeurs dans le magasin, ce sont plus des gens qui sont là en train de plier les vêtements et de faire en sorte que le magasin soit propre et ne pas déranger les clients. Mais quand tu pousses la porte chez un détaillant, tu as affaire à un spécialiste. En fait, c'est comme si tu vas voir un spécialiste qui va te donner des conseils sur la partie tendance, sur la partie OK. Qu'est-ce qui va aller bien avec avec ta taille, avec ce que tu devrais porter pour aller mieux. C'est un peu comme le personal shopper ou la personne qui va te relooker. Et là, tu as affaire à un professionnel, un gars dont c'est son métier de connaître les couleurs tendances, les tendances de la saison. Tu vas te dire, écoute, cette doudoune en couleur bleu marine avec une touche d'accessoires de ci et de ça. Regarde cette sacoche qui va avec. Là, t'es au tip top avec ce jean et ces baskets. Boum, t'es ressorti, t'es relooké. Et pour pas cher. D'accord. On sent chez toi la passion des petits commerçants. C'est super. Mais pour en revenir, moi, je reste curieux sur comment tu as démarré ça, parce que te dire, il y a ce besoin, d'accord, mais même si tu es depuis le début dans le digital, mais de lancer une marketplace, c'est pas non plus anodin. Donc, tu as engagé une équipe tech, tu as utilisé quelle solution? Tu as utilisé une solution au début ou tu as créé ta propre technologie? Comment tu as fait ça? On a fait toutes les conneries des novices, je pense. Tu sais, moi, je viens de l'univers physique, 20 ans de métier physique sur la partie mode et le digital un peu geek le week-end, mais pas ni codeur ni développeur. Et si tu veux, quand on a pris la décision de lancer Paris Fashion Shops, la marketplace, on s'était dit, il faut que ça soit fait professionnellement. C'est un centre de gros digital que nous sommes en train de lancer. Donc, apporter de l'innovation. Et là, on s'est adressé plus à créer from scratch parce qu'il n'y avait aucune solution CMS existante qui pouvait s'adapter à notre spécificité métier. Notre spécificité au métier, c'est les réassorts, c'est les packages par taille, couleur assortie. Quand tu achètes un pack chez un grossiste, c'est un pack assorti des fois de 24 pièces, 4 tailles avec SML dans 5 couleurs différentes, tu vois. Donc du coup, tous ces produits groupés, ces packages spécifiques avec réassort possible, pas réassort possible, tout ça, ça demande une vraie expertise métier pour pouvoir monter cette plateforme. On a été voir les gens les plus connus de la place de Paris pour le côté marketplace. On va pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux, mais quelque part, on s'était dit, OK, même avec ces gens-là qui ont l'habitude de lancer des grandes marketplaces, on a besoin de 6 mois, 1 an. Tu parles d'une start-up qui a fait des très très grosses levées de fonds, c'est ça? 300 millions de levées qui propulsent la start-up à une valeur de 1,5 milliard. On voit tout ce qui c'est alors. Et là, on me dit, OK, Jackie, c'est génial, il n'y a pas de souci. Ça coûte à peu près 250 000 euros. OK, il nous faut à peu près 6 mois. Il y a un chef de projet qui va te suivre au quotidien pour gérer. Ça veut dire, on va te prendre tout ton savoir-faire de 20 ans de métier, toute la partie supply chain, toute la partie logique métier, et qu'on va monter une marketplace. OK? Mais là, ça veut dire que tu pars aussi from scratch, mais en plus, quelque part, c'est pas... c'est comme si tu vas alimenter une techno qui va être pas ta techno, mais la techno d'un éditeur de logiciels.
Donc on s'était dit, Ça ok, te payait pas de le payer pour lui apprendre le c'est un métier, peu tu t'es ça. dit. C'est un peu ça. Mhm. Donc on s'était dit, bon, bah c'est peut-être pas la bonne solution. Et la bonne solution, de toute façon, on a prévu de lancer ce navire. Je vais te donner pas mal d'images sur le côté poisson et océan, mer et bateau et navire. De toute façon, D'accord. on a prévu de lancer ce navire pour aller à l'île au trésor en face, parce que le quai, là où on est aujourd'hui, est en train de se réduire. Et c'est ce que, de la façon comment j'ai expliqué aussi à mes vendeurs, mes partenaires qui sont des marchands qui sont sur la plateforme, leur dire, écoutez, l'aventure, elle est risquée parce qu'il n'y a pas eu de marketplace B2B de lancer dans notre secteur. Nous, on lance la première marketplace B2B dédiée aux professionnels de la mode. Et cette aventure-là, on a besoin que vous veniez avec nous, parce que ce concept, c'est ensemble aller chercher cette île au trésor et faire du business sur cette île-là. Parce qu'il y a des clients sur cette Mhm. île, et il y a des gens qui ont besoin de ces produits. Donc du coup, l'image était pour nous de construire ce navire. Donc embaucher l'équipage et construire cette techno et cette marketplace avec une équipe tech. Et on a commencé à lancer ce navire dans la mer en 2016, précisément le 15 juin 2016 où on a lancé la marketplace. En gros, sans savoir réellement encore naviguer. On a appris en naviguant, hein. On a appris en dépend de risques, parce que là, ce qu'on appelle la traversée, la vallée de la mort des startups, en gros, c'est plus ou moins 2 à 3 ans. On va dire 3 ans. Nous, on a mis 2 ans et demi à traverser la vallée de la mort. Ça veut dire que Mhm. pendant 2 ans et demi, chaque jour était une occasion de déposer le bilan. Tu te rends compte, Raphaël, tu te lèves. Ah ouais, en ayant levé de l'argent sur tes propres fonds. Oui, oui. Mais on avait embarqué sur cette aventure un fonds qui nous avait fait confiance et un business angel, un fonds qui est le fonds Euraseo, qui est toujours dans l'actionnariat de Mhm. Paris Fashion Shops. Et on a démarré D'accord. avec ce fonds parce que notre concept est d'aller loin ensemble. C'est un projet, je te l'accorde, très ambitieux parce qu'on veut devenir le leader français de cette marketplace B2B dans le métier de la mode. Mhm. La fashion tech, c'est notre métier. Et donc, cette traversée du désert ou cette vallée de la vallée de la mort a duré tout de même 2 ans et demi avant que le Mhm. modèle soit stabilisé, avant que le modèle soit rentable. Donc, ça fait 4 ans et demi que Paris Fashion Shops a été lancé. Et en gros, en plein milieu de la mer, on a dû reconstruire le navire parce que c'était pas adapté, parce qu'on a les mauvais, on va dire, choix en termes de tech ou en termes beaucoup d'erreurs de départ, tout de même, beaucoup Mhm. d'erreurs. Et donc, mais ça fait ça. Par exemple, il y en a une qui te vient à l'esprit d'une erreur que tu aimerais que d'autres personnes évitent. Bah, je dirais que à vouloir aller trop vite, tu sais. Mhm. C'est un projet à temps long, et si tu regardes de plus près sur Google Paris Fashion Shops, tu vas retrouver un premier logo qui est le poisson. Toujours, le concept, c'est toujours le même. Le premier logo des petits poissons, il était beaucoup plus agressif. Il avait envie d'aller D'accord. vite. Il avait envie de percer vite. Et en 2000, là, il y a un peu plus d'un an, on a restylisé ce logo, on a changé ce logo des petits poissons de façon à ce que c'est devenu beaucoup plus fun, tu sais, Mhm. l'oiseau, le plus arrondi, plus doux, plus, enfin, en tout cas, y a une chose qui est certaine, c'est que euh, un projet, lorsque tu entreprends un projet, c'est qu'entre le BP initial prévu et le réalisé, il y a un décalage entre ciel et terre. Tu sais, comment j'ai Mhm. Toujours, démarré ouais. le switcher sur la partie digitale, je me suis dit, OK, j'ai plus de 20 à 30 000 clients par mes 20 années de métier physique. Il me suffit d'avoir 10% de clients qui me suivent sur le projet digital, et ça me suffit pour faire les 1% que j'ai prévu de faire dès la première année. Mais Mhm. en vérité, à la fin de la première année,
enfin, bien avant la fin de la première année, à la fin des 6 premiers mois, tu te dis, merde, c'était pas 1%, c'était 1 pour 1000. Faut t'attendre à ça, finalement, quand tu rentres, D'accord. tu vois? Et ça, Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc justement, c'était la question que je posais tout à l'heure. Donc il y a le côté les deux, il faut l'offre et la demande. Mmh. Donc pour les clients, ça a été difficile. Et au niveau de l'offre, on t'a suivi. C'est quoi? C'est les grossistes, c'est ça le... Oui, les Est-ce que eux grossistes et les sont marques. embarqués sur la plateforme plus facilement? Bah, au fait, on a dû adapter très rapidement l'offre parce que au départ, quand tu commences, tu dis OK, bah il te suffit finalement de créer une marketplace et que les gens vont pouvoir se mettre sur la plateforme comme sur Amazon. Les vendeurs ont leurs propres photos, les vendeurs vont pouvoir euh, intégrer leurs produits sur le back office et ça y est, c'est parti. Sauf que côté Mhm. vendeur, aucun des vendeurs, enfin très peu de vendeurs avaient des produits digitalisés. Et ça, c'est la spécificité de. Mhm. Donc du coup, on a dû rapidement monter nos propres studios photos pour pouvoir intégrer gratuitement toutes les collections, digitaliser gratuitement toutes les collections, non seulement digitaliser, faire les descriptions des produits, intégrer les produits sur la plateforme, enfin faire le service de A à Z gratuit, quoi, pour que ça puisse tourner. D'accord. Et ça, Ça, c'est vous l'aviez pas du forcément vendeur. prévu. Et c'est un travail conséquent, quoi, Ça, c'est du j'imagine. côté des vendeurs et je te parle pas du côté des acheteurs. Le côté des acheteurs des Ouais. boutiques se disent, mais attends, c'est quoi la différence alors? Quel est mon avantage? Bah, nous, on lui dit, écoute, on te garantit le prix de vente qui est le même magasin, il est négocié, il y a une charte d'éthique qui est signée par les engagements qui sont signés par les vendeurs, où les vendeurs s'engagent à te vendre le prix le plus bas de son magasin sur la plateforme Paris Fashion Shops. Donc ça, c'est garanti. Mhm. Si jamais demain tu trouves le prix moins cher en direct, moi je te rembourse la différence de prix. Tu vois, Darty te D'accord. rembourse la Ouais. différence de prix, moi je te rembourse la différence de prix sur Paris Fashion Shops. Donc ça ne suffisait pas encore à gagner le client boutique. Et il a fallu qu'on trouve une idée pour dire, OK, maintenant, on va aller bien plus loin dans cette idée-là et on va réfléchir aussi pour l'environnement, on va aussi réfléchir pour la durée. Donc, c'est quoi de cette partie-là? C'est le regroupement, le groupage des colis. Ça veut dire qu'on a Mhm. monté un service de logistique où on traite toute la partie groupage de colis gratuitement. C'est quoi? C'est que le client, je te donne un exemple simple, que tu sois aujourd'hui installé à Taïwan. D'ailleurs, on a des clients à Taïwan qui nous achètent, des boutiques de mode à Taïwan qui nous achètent. Et Mhm. la boutique de Taïwan va commander, elle va faire une commande plus importante, environ 7 000 à 8 000 euros. Elle va commander chez une dizaine de fournisseurs sur la plateforme. Chez nous, le service logistique chez Paris Fashion Shops va s'occuper à récupérer chez ces dizaines de fournisseurs toutes les commandes concernant la boutique de Taïwan. Et D'accord. cette boutique de Taïwan va pouvoir recevoir en une seule fois un seul dédouanement, un seul frais à payer, le transport, le frais de port pour un seul groupage. Alors que si elle avait commandé chez 15 fournisseurs, c'est ces 15 fournisseurs qui auraient envoyé 15 fois leur colis. Ça veut dire que 15 transporteurs, 15 dédouanements et 15 fois l'empreinte carbone, la pollution. Tu vois? Mhm. Donc, du coup, on D'accord. s'est Ouais. dit, OK, on rajoute en plus de la marketplace, qui est pour moi la startup 1, la marketplace B2B, on a ajouté la production digitale, qui est la startup 2, puisqu'on digitalise en 24 heures, en 24-48 heures, les produits sont intégrés sur le site. Il faut aller très vite sur notre métier de B2B et surtout sur cette spécificité de vendeurs qui sont sur des produits à rupture de stock très rapide. Donc, il faut qu'on soit sur un timing très, très court pour pouvoir digitaliser et faire en sorte que ces produits soient visibles sur la plateforme. Donc ça, c'est la plateforme, Mhm. la Marketplace 2. Et la Startup 2 et la Startup, on va dire 3, c'est le regroupement des colis. Quand je vois D'accord. les levées de Mhm. fonds qui se font, par exemple, sur Cubine ou sur d'autres logisticiens Wings ou Cubine, je me dis, attends, mais non seulement on fait ce qu'ils font eux, Tu l'as déjà fait? mais on le Ouais. fait concrètement au quotidien, le groupage de colis de façon à ce qu'aucun colis parte de chez nous avec du vent à l'intérieur. Tu vois?
Mmh. Ils sont, Ouais, tout à fait. Et ils- donc c'est un peu ça ton secret pour garder le client, parce une marketplace quelque part, une fois que tu as matché le client et le vendeur, il y a toujours le risque que la fois d'après ils se disent bon on va faire du business entre nous, on va arrêter de lui payer sa commission à la marketplace. le Donc bypass. c'est un peu ça ton secret, c'est d'offrir tous ces services quoi. Au fait, on facilite tout leur business des deux côtés de façon à ce que le bypass soit inutile. Parce que pour le vendeur, aujourd'hui, toute la digitalisation de son catalogue physique est gratuite. Nous, notre modèle économique se base uniquement sur une commission sur son chiffre d'affaires réalisé, concret. Tu vois, il n'y a pas d'autres frais. Donc, quelque part, la Mhm. digitalisation, elle est gratuite. La visibilité et sa notoriété sur le web, elle est gratuite. Tu fais pas de chiffre d'affaires, t'as rien à payer. C'est nous qui supportons les frais de digitalisation, description, intégration pour le vendeur. Donc, quel est son intérêt à lui aujourd'hui? Il a même plus intérêt à lui de ouvrir son propre site e-shop parce que ça lui coûte plus cher et il est beaucoup moins rentable. Son ROI, il sera jamais au rendez-vous à travers son propre e-shop. Moi, j'en ai fait mon expérience en tant que fabricant et grossiste en 2014, tu vois, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, il y a 2000 acteurs qui sont en tant que vendeurs sur la région parisienne. Je dirais qu'il n'y a pas deux vendeurs qui ont leur site e-shop à jour. Tout simplement parce que tous ceux qui ont essayé ont plus payé qu'autre chose parce que ça coûte très Mhm. cher le digital. Et d'ailleurs, c'est pas Ouais. le métier d'un fabricant, c'est pas le métier d'un grossiste. Donc, Donc ça veut dire que toi tes clients sont essentiellement offline, ils ont des magasins physiques. Tu as peu de clients qui revendent après tes marchandises online. alors, quand tu parles de clients, ce sont des clients boutiques indépendantes, c'est ça? Ceux qui achètent? Oui, tout à fait. Oui, Ouais. nous avons aujourd'hui, c'est assez hybride, je dirais. Nous avons bien sûr essentiellement des boutiques offline qui sont des magasins physiques en France ou à l'étranger, et nous avons Mhm. aussi des boutiques aujourd'hui où les dirigeants sont, où les propriétaires des magasins sont d'une génération, je dirais, plus jeune, une génération nouvelle, qui sont beaucoup plus connectés sur les réseaux sociaux et qui d'ailleurs profitent des réseaux sociaux aussi pour développer leur clientèle et leur vente. Donc du coup, c'est une clientèle qui est beaucoup plus, je dirais, a beaucoup plus d'affinité avec le digital. Donc ils comprennent rapidement les valeurs de ce que nous leur apportons. Et ceux-là sont beaucoup Mhm. plus faciles à convertir, je dirais, parce que c'est cette génération-là qui aujourd'hui démontre que la plus-value et le côté vraiment le côté gagnant-gagnant de la marketplace est à tout son sens. Parce que ils peuvent Mhm. s'appuyer sur nous pour l'agilité, la rapidité d'approvisionnement et que ils communiquent justement avec leurs clients pour leur dire, écoutez, revenez la semaine prochaine ou repassez la semaine prochaine, et ils savent comment communiquer avec leurs clients à travers les réseaux sociaux. Chaque semaine, il y a un arrivage, tu vois. Donc du coup, ces nouveaux commerçants pour moi, c'est le new retail et cette partie-là, ils sont complètement alignés pour pouvoir se défendre face aux grandes chaînes de magasins, face à ce qu'on citait tout à l'heure, les Zara, les Mango, les H&M, les Primark et tout ça. Tu vois. Donc, Mhm. l'avenir des commerçants ou du retail, il est toujours là. C'est comment nous adapter, comment apporter de l'innovation et comment aller plus vite. Bah, en, Ah ouais, tout à fait. en Chine, on comprend très bien cette partie-là, le e-commerce, qui a certainement facilement 3 ans d'avance sur le e-commerce européen. Ouais, ouais, facilement. En Chine, c'est super en avance, c'est clair. Ouais. Et le Covid aussi, dans les sujets d'actualité, j'imagine que l'aspect où voilà, c'était difficile de convaincre les gens que sur du B2B comme ça, c'est d'acheter à distance, de pas pouvoir toucher la marchandise. J'imagine que quelque part, le Covid a dû t'aider, non, à avancer sur le sujet. Alors, le démarrage du confinement au mois de mars l'année dernière, ça a été assez catastrophique parce que le mois de mars, on a subi une baisse de chiffre d'affaires de quasiment 80% les 2 premières semaines. Mhm. Tu vois, D'accord. je crois que c'était vers le 16 mars ou quelque chose comme ça. Les 2 semaines qui ont suivi le confinement, ou pendant le confinement et l'après-confinement, les moins 80%. Et avec nos équipes, on a su et on a pu réagir très rapidement en développant des solutions nouvelles, en offrant des sites B2B à nos vendeurs
pour qu'ils puissent continuer à rester en lien, en contact avec leurs propres clients, parce que leur boutique était fermée. Et personne ne savait cette période-là combien de temps ça allait durer, est-ce que safe, pas safe de se déplacer. Donc du coup, il a fallu qu'on s'adapte et qu'on trouve des solutions. On avait 2 solutions rapides, Raphaël. C'était soit prendre la télécommande et gratter la télécommande devant Netflix, soit c'était gratter le clavier de nos ordinateurs. Nous, on avait fait le choix de gratter les claviers de nos ordinateurs et on a produit en espace de 2 semaines, 3 semaines de temps des solutions concrètes pour nos clients. Donc déjà, du côté des vendeurs, on a réussi à leur offrir gratuitement leur site B2B connecté avec toute la solution et la force de la marketplace pour toute la partie sécurisation des paiements et la livraison. La livraison, c'était un geste qu'on avait fait pour tous nos clients pour leur dire que le groupage ne peut pas se faire durant cette période de confinement, mais nous changeons pas les prix de transport, mais nous assumons, nous, la différence à vous livrer, à continuer à vous servir pendant cette période difficile et à traverser cette période avec vous. Et je pense que ce côté-là où on est arrivé à leur apporter des solutions concrètes a beaucoup servi et a beaucoup servi aussi à booster notre business qui s'est soldé par une fin d'année, je dirais un peu plus de 50 millions de flux, plus de 5 millions de chiffre d'affaires et on a eu un taux de croissance à plus de 100%, 2020 et 2019. Je dirais que le Covid a été un accélérateur du digital. Justement d'accord, ok. Une année difficile, mais qui se finit quand même bien au final, quoi. Ok, c'est super. J'avais envie de parler un peu plus de ton aspect biculturel, de ton côté à cheval entre la France et la Chine, et ça peut-être nous amener à la conclusion de cet épisode. Ça fait plus d'1 heure qu'on discute là, c'est passionnant. Mais donc souvent je pose la question à la fin des épisodes, est-ce que vous avez une astuce pour hacker la Chine, hacker l'Asie? Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'as envie de hacker ou qu'est-ce que tu as hacké par le passé? Est-ce que c'est la France, la Chine, les deux? Alors, le mot hacker est un peu fort, je trouve, parce que ça fait, pour moi, il fait penser au hacker et toute cette partie-là. Mais s'il y a une astuce ou une solution pour pouvoir se développer et grandir en France ou en Asie, je dirais que il faut tout simplement être agile et savoir s'adapter. Cette double culture, je dirais, m'aide justement à essayer de prendre le meilleur des 2 côtés. Je sais pas si c'est le meilleur exactement, mais bon, après, ça reste abstrait. Mais bon, j'essaye de faire en sorte, en tout cas dans ce que je fais au quotidien, c'est ce que je dis à toute l'équipe Paris Fashion Shops chez nous, c'est que ça fait 26 ans que nous sommes dans l'entrepreneuriat. On a envie de s'éclater au quotidien. Et ce que j'ai envie de voir, c'est que toute l'équipe chez nous s'éclate au quotidien. C'est ça le truc, quoi. Et c'est ça qui nous permet de garder ce dynamisme et cette croissance. Et l'histoire D'accord, et donc de savoir s'adapter, parce que tu t'es quelque part adapté à la France, puis tu as dû te réadapter à la Chine que tu as redécouvert quelque part. Écoute, là actuellement, l'exemple bien concret du confinement, du déconfinement ou de tout ce qui se passe aujourd'hui nous apprend à nous adapter et nous apprend à rester agile. Donc quelque part, je pense que je te disais tout à l'heure, il y avait une option 1, c'était les séries Netflix, et option 2, c'était se dire ok, il faut carburer, et je pense qu'il y a aucun effort, en tout cas, il y a aucun effort qui restera sans résultat. Tous les efforts mènent à quelque chose, et tu les vois à court ou à moyen terme, mais tu les verras, les efforts. Donc, peu importe ce qu'on entreprend ou ce qu'on veut faire, il faut continuer à cogner, quoi, tout simplement. Ok, bon continuons à cogner, alors c'est une belle conclusion. Très bien, Jackie. Merci beaucoup. Merci à toi, Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!